Bonjour Jean Jouzel. Donc vous êtes l'un des plus éminents climatologues français. Vous êtes aussi ancien vice-président du conseil scientifique du GIEC, qui est un groupe d'experts internationaux qui évalue l'état des connaissannes sur le changement climatique. Et le GIEC vient d'ailleurs de sortir son dernier rapport, le 6e, il y a quelques mois. Bonjour Léa Falco. Donc vous êtes étudiante à Sciences Po et aussi membre de l'association Pour un réveil écologique qui se mobilise face à la crise écologique en interpellant les entreprises et aussi en demandant à ce que les formations des étudiants soient enrichies en contenu lié autour des questions du climat. Alors merci à tous les deux d'être avec nous. Alors je me tourne d'abord vers vous, Jean Jouzel. Il y a une semaine, on faisait face à une canicule inédite en France et on n'a jamais abordé l'été avec si peu de réserves d'eau. Le dernier rapport du GIEC explique que ce type de phénomène en fait, va s'intensifier dans le temps à cause du changement climatique. On est aujourd'hui à plus 1,1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Quels sont les effets qu'on peut attendre en France si on continue comme aujourd'hui sur une trajectoire qui nous mène à un monde à plus de 3 degrés de réchauffement? Bonjour Audrey, bonjour Léa, bonjour à vous tous, à vous toutes. C'est bien de voir beaucoup de monde. Alors répondre à cette question, voilà, d'abord un peu de recul, c'est-à-dire que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que, disons, notre communauté scientifique a envisagé depuis une quarantaine d'années, c'est-à-dire en termes de réchauffement, de rythme de réchauffement, 0,2 degré par décennie. En termes d'accélération de l'élévation du niveau de la mer, on en a entre 3 et 4 mm, et c'était entre 1 et 2 mm par an au XXe siècle. Et en termes, en particulier depuis la fin des années 90, d'intensification des événements extrêmes qui sont déjà devenus plus fréquents ou plus intenses. C'est intéressant d'ailleurs de voir que dans beaucoup de régions, le nôtre, le pourtour méditerranéen, eh bien, c'est déjà observé et c'est de façon quasi certaine, attribuable aux activités humaines. Donc le fait que notre communauté ait correctement envisagé ce qui s'est déroulé au cours des 30 dernières années doit nous inviter à accorder de la crédibilité à ce que dit cette même communauté à horizon de 30, 40, 50 ans. En termes d'événements climatiques extrêmes, eh bien oui, ils vont s'intensifier. Déjà, par exemple, les vagues de chaleur sont 30%. Les vagues de chaleur sont pratiquement 3 fois plus fréquentes qu'il y a 150 ans. À 2 degrés, elles deviendraient 5 à 6 fois plus fréquentes. Et à 4 degrés, pratiquement, une vague de chaleur qui survenait tous les 10 ans, surviendra en moyenne tous les ans et serait plus intense. Donc plus fréquente et plus intense, c'est ce vers quoi nous allons. Et à 3 degrés, effectivement, c'est largement entre 7 à 8 fois, enfin, par rapport à aujourd'hui, en tout cas entre 2 et 3 fois plus intense. Donc c'est non plus fréquente et aussi plus intense. Mais le problème, c'est que ça s'accompagne très souvent, je ne vais pas être trop long, aussi de ce qu'on appelle de sécheresse météorologique, c'est-à-dire que les périodes sans précipitation deviennent de plus en plus longues, et on voit bien que la conjonction de vagues de chaleur, de sécheresse météorologique avec l'évaporation qui augmente, tout simplement rend l'accès à l'eau peut-être un peu plus difficile. Il faudra que nous fassions attention à l'accès à l'eau, y compris dans le nord de la France. Le débit des fleuves et des rivières risque de diminuer de 20, 30, 40% dans le bassin Seine-Normandie, par exemple. Donc il y a des conséquences sur l'agriculture, sur toute notre vie. Mais c'est vraiment un phénomène qui est inscrit dans le réchauffement climatique, cette intensification des événements extrêmes. Et alors, dans le rapport du GIEC, dans l'accord de Paris plutôt, l'objectif, c'est de tendre vers 1,5 degré. Et ce que dit le GIEC et ce que dit aussi l'Agence internationale de l'énergie, c'est que pour atteindre cet objectif, il faut laisser les énergies fossiles dans le sol, donc le charbon, le pétrole, le gaz. Pourtant, des industriels de l'énergie continuent à lancer de nouveaux projets d'exploitation d'énergie fossile, comme par exemple le projet ICOP, dont je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est un oléoduc géant en Ouganda. Et il y a eu une très très forte mobilisation citoyenne contre ce projet qui est en cours actuellement. Pour quelles raisons cette mobilisation citoyenne est-elle importante, Léa Falco ? Déjà parce que ça occupe mon samedi après-midi, et du coup le vôtre, donc ça c'est sympa.
Mais là, je pense qu'on est en fait dans un moment un petit peu de flottement. On a un constat scientifique que vous portez depuis des décennies et dont on sait qu'aujourd'hui l'incertitude est inexistante, en tout cas sur la question de l'influence humaine sur le réchauffement climatique. Et donc à partir de ce constat, il faut qu'on arrive à traduire ça en actes politiques et en actes économiques. Et tout ça dérive un petit peu du même endroit. Mais donc le militantisme, ou en tout cas ce que nous on essaye de faire pour un rêve écologique et tous les autres qui travaillent sur ces questions-là, c'est d'essayer de faire entendre cette parole scientifique. Parce que là, on entend en fait a priori parler du réchauffement climatique plus ou moins toute la journée. Ou en tout cas, médiatiquement, il est beaucoup plus présent qu'il l'était, ne serait-ce que quand j'ai commencé mes études il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Ce qui est une très bonne chose. Mais là, on a un hiatus entre à quel point on entend parler du réchauffement climatique et ce qu'on en sait réellement dans les faits, en tant qu'individu, en tant que formation politique, en tant que dirigeant parfois aussi de groupes industriels ou économiques. Donc, dans cet instant de flottement, je pense que le militantisme, et en tout cas les activistes climatiques, leur but, c'est de perpétuellement remettre ça sur le devant de la table et de dire qu'il y a une urgence, qu'il faut agir maintenant, qu'il n'y a pas de fatalisme, parce que le rapport du GIEC, la R6 que vous avez peut-être suivi, c'était en 3 volets. Dans le premier volet, il disait bien qu'on pouvait agir, que les 10 prochaines années sont essentielles en termes d'investissement, en termes de décision politique, et donc qu'on n'est pas condamné à un monde à plus 3, plus 4, plus 5 degrés, qu'on a la possibilité d'à la fois mitiger le réchauffement climatique à venir et d'adapter nos sociétés. Donc nous, notre rôle, c'est de mettre ça sur le devant de la table et essayer d'être entendu au maximum en portant la parole des scientifiques et en nous mettant en porte-à-faux entre eux et le politique. Oui, parce qu'aujourd'hui, la solution qui est privilégiée par les entreprises et par le gouvernement actuel et un grand nombre de décideurs politiques, c'est ce qu'on appelle la croissance verte, c'est-à-dire finalement continuer un petit peu comme avant, continuer à produire plus en s'appuyant sur des promesses technologiques qui nous permettraient de réduire les émissions. Or, quand on lit le rapport du GIEC, c'est pas du tout ce qu'on y lit. On voit la nécessité, ce qui est porté, c'est la nécessité de changer de direction et de mettre en place, là je cite le rapport, un ensemble de politiques, de mesures et de pratiques quotidiennes qui évitent des demandes d'énergie, de matières premières, de terre, d'eau, tout en assurant le bien-être de tous dans les limites planétaires. Alors Jean Jouzel, je voulais vous demander de quoi on parle quand on parle de limites planétaires et pourquoi ces limites nous imposent un véritable virage écologique qui s'appuie en grande partie sur la sobriété. Oui, vous avez raison, elles s'appuient sur la sobriété. Les limites planétaires, eh bien, ce sont celles qu'il ne faudrait pas dépasser si on souhaite collectivement, disons, continuer à vivre de façon agréable sur cette planète, non seulement en France, mais dans beaucoup d'autres régions qui sont quand même beaucoup plus fragiles. Par exemple, le réchauffement climatique, si on dépassait 3-4 degrés, il y a des régions où effectivement il serait impossible de vivre normalement, je dirais, en ce sens que puis à l'été, vous ne pourriez pas avoir d'activité physique ou d'activité sportive. Moi, j'ai été très marqué hier par toutes ces vaches étendues sur tout ce bétail sur le Kansas, à 40 degrés. Et voilà, disons, les animaux qui nous entourent sont aussi très fragiles. Donc, le climat, c'est une première limite planétaire. La biodiversité en est une seconde. Ensuite, l'utilisation des terres, la déforestation. Et ce qu'on en ajoute, la quatrième, c'est ce qu'on ajoute effectivement dans l'atmosphère. On peut parler de pesticides, beaucoup d'autres choses. Il y a par exemple tous les produits pharmaceutiques qui terminent leur vie dans nos eaux. Bien sûr, ce qui est limité aussi, par exemple, eh bien, le cycle de l'azote et du phosphore, donc l'acidification de l'océan, le cycle de l'ozone, voilà, et puis la dernière, je pense que ce sont les aérosols dans l'atmosphère et l'eau, effectivement, également. Donc, de ces 9 limites planétaires, la 6e a été dépassée cette année. Donc, la dernière, c'était sur l'eau. On voit bien les difficultés qu'il pourrait avoir. Donc, si on veut, bien sûr, ce que je veux dire simplement, et c'est une belle image, c'est-à-dire que le réchauffement climatique n'est qu'un des éléments de cette transition écologique à laquelle on doit se préparer collectivement. C'est très clair. C'est-à-dire qu'il y a, bien sûr, toutes ces limites planétaires, mais aussi, et c'est bien inscrit dans les objectifs de développement durable, tout ce qui concerne, disons, la pauvreté, le bien-être des populations, les aspects sociétaux. Il ne faut pas non plus négliger l'aspect économique, ceci étant, je pense, mais le développement économique doit s'inscrire dans une dynamique de neutralité carbone et au moins d'adaptation par rapport au réchauffement climatique. Donc je suis pour l'innovation, je suis pour la recherche, c'est pas ça du tout, mais il faudrait être en mesure de l'évaluer à chaque fois par rapport à ce vers quoi elle nous emmène à l'horizon 2050. Alors,
au-delà des gestes individuels qui, bien sûr, sont nécessaires mais pas suffisants, il y a aussi la responsabilité des entreprises, une responsabilité que vous pointez avec l'association Réveil écologique, puisque vous appelez les entreprises à faire un vrai virage écologique sous peine que les jeunes n'aient plus envie d'aller travailler pour elles. Vous avez peut-être entendu parler récemment des discours chocs qui ont été prononcés par des jeunes diplômés d'AgroParisTech et d'HEC. Alors, selon vous, qu'est-ce que les entreprises doivent changer ? Et en plus, j'ai ma remise des diplômes là, dans 2h30, donc peut-être qu'il y aura un nouveau discours de ce type. On ne sait pas. Suspense. Vous n'êtes pas au courant. Ouais. Non, mais sur la notion de développement durable, ce qui est intéressant, c'est que l'économie aujourd'hui, vous avez sûrement vu ce diagramme avec les 3 cercles qui représentent le social, l'environnemental et l'économique. Et en fait, vous avez un problème intrinsèque dans la composition de ce diagramme, qui est que l'économie, c'est considéré comme aussi important que le reste. Alors qu'en fait, il faudrait refaire ça, avoir un premier cercle qui soit l'environnement, un deuxième cercle plus petit à l'intérieur qui soit le social, et un dernier à l'intérieur qui soit l'économie. Donc que l'économie soit au service de l'environnement et du sociable, plutôt que de s'en servir et de potentiellement y être néfaste. Et là, le problème qu'on a avec les entreprises, c'est qu'on est dans un univers capitaliste, bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est-à-dire que les seules choses importantes, c'est ce qu'on peut compter. Et la nature, on ne peut pas la compter. Les services écosystémiques, en particulier dans la biodiversité, on ne peut pas les compter. Le CO2, on a commencé à trouver une manière de le compter, particulièrement en ayant des prix du carbone. Mais voilà, le problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est que ces entreprises peuvent avoir un impact néfaste sur l'environnement, et que, comme c'est pas compté, elles n'ont rien à faire pour le changer. Donc on commence à avoir des mouvements, en particulier au niveau de l'Union européenne, sur ces questions-là, ce qu'on appelle du reporting extra-financier, donc c'est-à-dire pas seulement vos performances financières à vous en tant qu'entreprise, mais aussi ce sur quoi vous avez un impact en termes de biodiversité, de limites, de ressources, d'eau, d'alimentation, toutes ces choses-là qui sont extrêmement importantes et dont on parle moins en général que le simple réchauffement climatique. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir arriver à ce stade où les entreprises aujourd'hui, parce qu'il y en a certaines, des entreprises aujourd'hui qui veulent s'engager, puissent le faire sans être pénalisées. C'est comme si vous aviez un grand plateau de jeu, et en fait, si vous choisissez aujourd'hui, avec les règles économiques actuelles, de respecter l'environnement, ou en tout cas d'avoir l'impact le plus minimal possible, vous êtes désavantagé par rapport aux autres, parce que vous vous imposez une règle en plus. Donc il faut qu'on ait, et je pense que ça passera par le politique, il y en a qui pensent que ça passera par des engagements volontaires des entreprises, mais il faut qu'on ait un moyen aujourd'hui que les entreprises les plus vertueuses soient récompensées, ou en tout cas que ça devienne la norme, et que ce soit les entreprises qui ne veulent pas s'aligner qui soient pénalisées. Alors ça fait une bonne transition avec la question suivante que je voulais vous poser, puisqu'en début de semaine, vous étiez devant l'Assemblée, donc avec, pour une initiative inédite, co-organisée pour un réveil écologique, avec de nombreux scientifiques, dont des climatologues, pour en fait former les nouveaux députés à ces questions du climat, de la biodiversité, des océans, etc. Est-ce que, selon vous, Jean et Léa, je vais vous laisser tous les deux répondre à cette question, finalement, il faut avant tout qu'il y ait une action politique sur ces sujets ? Oui, bien évidemment, c'est éminemment politique, mais pas simplement politique au niveau national, c'est aussi politique au niveau régional, au niveau local, dans les entreprises. Alors, par rapport à cette initiative, j'y suis évidemment, je m'y suis intéressé. Par exemple, la députée Éléonore Maconduit avait déjà, il y a quelques mois, proposé de distribuer le rapport du GIEC à tous les députés. Alors, je ne sais pas si elle a réussi, mais enfin, elle a essayé de le faire. Et puis, c'est aussi pour moi l'occasion de dire que, j'ai eu le plaisir de discuter beaucoup avec le Réveil écologique. On a remis un rapport sur l'enseignement de la transition écologique dans le supérieur, et c'est effectivement une de nos recommandations que d'aller vers, toute l'administration, tous les députés, tous les décideurs. C'est pas simplement les jeunes ici qui vont rentrer dans l'enseignement supérieur, j'espère qu'ils seront mieux formés que les générations d'avant, mais c'est aussi dans toutes les entreprises qu'il faut aller, et je crois qu'il faut effectivement former, parce qu'on est loin du compte. Disons que nos élites économiques ou politiques ne savent pas très bien de quoi elles parlent lorsqu'elles parlent de biodiversité ou de changement climatique. Voilà, donc je salue cette initiative. Merci au Réveil écologique. Merci pour votre merci. Sur cette initiative aussi, il y a quelque chose sur lequel il ne faut pas être dupe, c'est que ce ne sera pas suffisant. Voilà. La formation et l'information sur le changement climatique et les problèmes environnementaux en général, c'est un préalable seulement à l'action.
Ça ne veut pas dire que si aujourd'hui tous les députés sont formés, ce qui a été loin d'être le cas au cours de cette action, on aura des politiques qui seront suffisamment ambitieuses, qui sont votées. C'est que simplement, l'idée aussi derrière, c'était déjà une première étape pour demander une formation obligatoire à l'Assemblée, parce que le caractère obligatoire est évidemment celui sur lequel il faut appuyer. Mais si vous avez une formation obligatoire pour tous les députés, eh ben, au bout de 5 ans, vous éliminez l'incertitude que vous avez aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne sait pas aujourd'hui si un député qui n'agit pas, il le fait parce qu'il n'est pas au courant, simplement, qu'il ne réalise pas les enjeux, qu'il ne sait pas bien ce qui se passe, ou si c'est parce que ce n'est pas sa ligne politique, qu'il y a d'autres verrous à côté, que simplement il y a une idéologie différente qui ne priorise pas l'action climatique ou environnementale. Et donc si vous avez une formation, vous éliminez cette variable d'incertitude-là. Et donc c'était aussi le but de cette action, d'avoir un premier mouvement. Un tout petit point sur l'éducation aussi, c'est extrêmement important. S'il y a des étudiants aujourd'hui dans la salle ou des gens qui travaillent dans des établissements d'enseignement supérieur, n'hésitez pas à aller voir votre administration et à demander des cours obligatoires pour les étudiants sur les enjeux environnementaux. Et au sens large, pas seulement climat, mais biodiversité, ressources, tout. Et ce fameux rapport, la recommandation était que ce soit en 2e année, pour que déjà vous ne puissiez pas aujourd'hui faire un cursus de finance ou de mathématiques sur lesquels vous aurez potentiellement un impact très grand après, sans avoir abordé ces fondamentaux environnementaux, mais surtout que vous ne choisissiez pas le reste de votre carrière sans le savoir. Parce que si vous avez des cours en master, c'est déjà trop tard. Et sur le politique, moi je suis fermement convaincue que c'est par là que ça passera, parce qu'il y a aussi quelque chose au niveau individuel, c'est-à-dire que la manière dont ça doit fonctionner, c'est que la politique, ça forme un cadre pour les individus. Et que donc, aujourd'hui, on est très dans une politique, encore malheureusement dans la parole de ministres gouvernementaux, mais on est très dans l'action individuelle. On a Améline Montchalin qui nous a dit il y a quelques semaines qu'il fallait fermer l'eau, qu'il fallait éviter d'envoyer trop d'emails. On n'est plus dans ce stade-là. On doit avoir un cadrage législatif pour que ça facilite la transition. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on imaginait un train. Les citoyens sont des passagers, donc ils sont dans le train. Il faut qu'ils soient à la bonne place, il faut qu'ils viennent à temps. Mais le conducteur du train, ça doit être le pouvoir public. Et les gens qui font les rails, c'est les scientifiques, c'est les militants, c'est des gens qui proposent une alternative et qui offrent un constat sur lequel se baser. Et là, on est à un stade où on a quand même des prospectives. Donc, c'est-à-dire, une prospective, c'est on vous montre ce qui va arriver, c'est des scénarios. On vous montre ce qui va arriver si vous faites ça, bon, voilà. Donc on a des choses sur lesquelles on peut baser notre action politique et il faut qu'on puisse commencer à avancer sur des questions comme ça, parce que ça fait 5-6 ans qu'en France il y a le mouvement climat des jeunes qui s'est lancé avec le début des grèves pour le climat, et on constate après 5 ans que même s'il y a eu une évolution importante et qu'on ne traite plus le réchauffement climatique, la biodiversité et tout ce qui se soit de la même manière qu'il y a 5 ans, on n'est toujours pas là où il faudrait. Alors j'ai proposé au public de vous poser des questions. Il y a des demandes par là-bas. Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour votre témoignage, c'était super intéressant. Je m'appelle Patrick. Merci. Je suis consultant en développement durable. Et ça fait 40 ans qu'on parle de problèmes sur le climat. Comment est-ce qu'on fait pour que l'action sur les autres problèmes environnementaux qu'on connaît, comme la biodiversité, soit mieux écoutée, plus écoutée? Est-ce qu'il y a des enseignements que vous souhaitez partager avec le recul sur comment communiquer sur ces enjeux-là? Oui, je pense qu'il y a eu un peu de progrès fait sur la biodiversité grâce au rapport IPBES d'il y a 3 ans. Il y a quand même une bien meilleure connaissance des risques courus pour notre biodiversité et les écosystèmes. Donc voilà, donc c'était déjà un premier point que il y a eu 2 conventions, 3 conventions. Convention climat en 92, convention biodiversité, malheureusement, elle s'est mise en place 15 ans plus tard. Voilà, il y a du retard, mais effectivement, c'est peut-être plus difficile du point de vue des scientifiques à évaluer les problèmes de biodiversité et de son évolution. Mais effectivement, il faut donner autant de place à la biodiversité qu'au climat. Voilà, c'est aussi important, ne serait-ce que du point de vue économique, du point de vue des ressources. Donc, comment on fait? C'est aussi en parlant, justement. Donc, moi, très souvent, dans mes conférences sur le climat, je parle de la biodiversité. Un rappel que, le climat est la 3e cause de perte de biodiversité. Il y en a d'autres que si on va vers des réchauffements importants, je revois, il y a une sensibilité. Tout est lié aussi, hein, c'est ça qui est important. Et voilà, c'est, je crois, d'en parler, et puis aussi d'agir. Il y a aussi il y a certaines entreprises qui prennent ça au sérieux, d'autres pas. Voilà, mais
à part en parler. Et puis, bon, il y a aussi une loi. Hein. La loi, elle est là. Hein. Donc, il faut aussi respecter les objectifs de la loi. En termes de réserve naturelle, il y a des objectifs intéressants, mais c'est comme le climat. On inscrit beaucoup d'objectifs dans la loi, mais on ne les respecte pas forcément. Oui, et peut-être pour ajouter aussi que c'est, je pense, encore plus complexe dans le cas de la biodiversité que dans celui du climat. Parce qu'encore une fois, dans le climat, vous avez des indicateurs qui sont plus faciles à trouver et que donc vous pouvez compter, donc vous pouvez évaluer. Et que la biodiversité, non seulement on en parle moins, mais en plus, il y a ce problème-là qu'on a moins conscience que comme le climat, elle recoupe absolument tous les autres enjeux. Le climat, on commence à comprendre que c'est comme l'économie, c'est un de ces domaines qui sont à 360 degrés, donc qui concerne absolument tous les autres secteurs. Et la biodiversité, on n'y est pas encore. Donc c'est un processus itératif, et j'espère que ça va arriver dans les prochaines années, mais il y a un vrai enjeu là-dessus. Et je pense que ça passe aussi, et là peut-être plus sur le climat que sur la biodiversité, mais je pense que c'est un petit peu la même dynamique, par ne plus rendre ça partisan. Aujourd'hui, quand vous parlez à quelqu'un d'environnement, il va vous parler de ELV, il va vous parler potentiellement de LFI, et je pense que il faut faire la distinction entre ce qui est politique et ce qui est partisan. L'environnement et le développement durable en général, c'est politique, parce que ça concerne la manière dont on va vivre, la manière dont nos sociétés vont évoluer, à la fois collectivement et individuellement, mais c'est pas partisan. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit absolument dans chaque parti politique, que ça devienne un fondamental, que ça devienne la grammaire de chaque parti. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir un parti qui ne parle pas d'économie. Il faut que ce soit exactement la même chose dans quelques années, et idéalement plus tôt que tard, sur l'environnement, pour qu'on puisse avancer, qu'en plus ça façonne nos débats, et qu'on puisse incorporer progressivement d'autres indicateurs comme la biodiversité, mais aussi l'eau. Il y a très peu de gens qui parlent de l'eau, alors que ça va être absolument essentiel dans les prochaines années, y compris en France. Vous avez déjà cet été pas mal de gens, et pas seulement dans le sud, qui vont souffrir, des agriculteurs qui vont avoir des problèmes sociaux, en particulier. Il y a des questions comme les bassines sur lesquelles on n'est pas très informé. Enfin, il y a vraiment tout un tas d'indicateurs qui ne sont pas pris en compte aujourd'hui. Oui, ces méga-bassines, en fait, qui sont des réservoirs d'eau qu'on pompe dans les nappes phréatiques et qui du coup, privatisent d'une certaine manière une partie des ressources en eau. Oui, et puis il y a des questions derrière qui font que, d'une certaine manière, c'est aussi légitime pour des agriculteurs de vouloir arroser leur culture. Et en même temps, oui, c'est une forme de privatisation de l'eau. Donc, c'est des questions qui sont très complexes et auxquelles on n'est pas sensibilisé en tant que société, mais sur lesquelles, en plus, j'ai l'impression, le traitement médiatique, en tout cas pour les gros médias mainstream, est relativement polarisant. Et ça contribue, c'est un cercle vicieux qui contribue à ce que l'écologie, l'environnement soient toujours plus partisans. Voilà. On va prendre une autre question. Bonjour, je m'appelle Céline, je suis membre d'une association qui s'appelle Les Shifters, qui œuvre pour la décarbonation de l'économie française. Et j'aurais une question. En fait, j'ai constaté que dans notre association, mais également dans d'autres, nous étions essentiellement composés de personnes privilégiées, blanches, qui avions du temps et les moyens aussi de nous informer et de nous renseigner sur le climat. Et on essaye de mener des actions, par exemple un festival de ciné-débat qui s'appelle Projection de Transition, en espérant que le pouvoir de la fiction touche un public le plus large possible. Et donc ma question elle est la suivante, c'est parce que vous parliez beaucoup de former donc, des élus, des députés et des personnes dans des formations supérieures. Donc comment faire pour finalement toucher un public qui manque d'accès à ces informations, les personnes qui finalement seront les premières touchées et qui aujourd'hui se sentent pas forcément impliquées, comment les intégrer justement aussi dans cette démarche, dans cette réflexion et dans ce militantisme. Je vous remercie. Merci pour la question parce que c'est absolument essentiel. Et effectivement, nous, à Pour un rêve écologique, initialement, quand on s'est lancé en 2019, on était un collectif d'étudiants de grandes écoles. Et malheureusement, à plein d'égards, on l'est encore trop aujourd'hui. Et l'idée était d'utiliser le privilège qu'on avait d'avoir un diplôme qui, sur le marché du travail, valait quelque chose, pour lequel on allait avoir potentiellement trouvé plus d'offres que d'autres, et d'utiliser ce privilège d'être les futurs cadres de grandes entreprises pour leur faire une pression à l'emploi. Et ça a marché relativement, puisqu'on a Patrick Pouyanné, qui est le PDG de Total, qui a dit il y a quelques années, je pense que c'était en 2020, que lui et le recrutement, et en particulier de jeunes ingénieurs, c'était un de ses premiers problèmes, ou qu'en tout cas c'était dans le top 3 Total. Donc à cet égard, ça fonctionne bien, mais apporter ces éléments-là à des gens qui aujourd'hui sont pour partie dépolitisés, sont pour partie ignorants comme la plupart d'entre nous des enjeux environnementaux, c'est un vrai questionnement. Et je pense que ça passe en partie par les médias.
aujourd'hui par les médias, par les influenceurs, par les gens qui touchent la population française et qui ont une relation plus privilégiée avec eux que nous, on peut l'avoir en tant que militants ou que Jean peut l'avoir en tant que scientifique. Parce qu'en fait, nous, c'est des publics qu'on touche rarement. Donc il faut que dans les médias, vous ayez une représentation de l'environnement qui soit apartisane et qui en plus montre des solutions. Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème, c'est qu'on entend parler en permanence de problèmes environnementaux, de climat, de canicule, mais qu'on ne sait pas quoi faire ni à court terme ni à long terme. Donc il faut pouvoir donner aux gens les moyens de se saisir de ces questions, non seulement pour les comprendre, mais aussi pour agir dessus. Et le militantisme, ça passe aussi par des petites choses, pas par des gestes individuels, ou en tout cas pas seulement par des gestes individuels, mais par le fait de, par exemple, faire une pression sur les politiques, sur les gens qui, moi, je pense, ont toutes les clés pour agir en légiférant, en leur disant que c'est des problèmes importants. Donc, il y a toute une manière de le faire, mais s'engager dans des associations, en parler simplement aux pouvoirs publics qui sont proches de vous, dans votre mairie, dans votre commune, dans votre établissement, dans votre entreprise. Et c'est des questions qui sont extrêmement importantes. Ouais. Oui, non, simplement, en écho à Céline, il y a aussi derrière le lien entre culture. Moi, je crois beaucoup à des approches aussi au rôle des artistes. Donc, voilà, disons, les shifters le savent bien. La bande dessinée de Jean-Marc s'est bien vendue. Je ne veux pas faire de publicité, mais bon, voilà, ça peut aller des bandes dessinées, théâtre, voilà. Donc, radio, télé, malheureusement, on manque un peu quand même de belles d'émissions télé. Le titre de cette session, c'est quand même Don't Look Up. Donc voilà, donc le cinéma, il y a beaucoup de choses à faire. Donc ce sont aussi vraiment, et bien sûr la presse écrite, les livres, il faut vraiment utiliser toutes les voies pour informer, sensibiliser. C'est un peu mon message. Alors, il nous reste 1 minute 30. On va prendre une dernière question très rapide, s'il vous plaît, puis on fera des réponses rapides pour pouvoir clore dans les temps. Bonjour, donc je travaille dans une structure d'Institut d'engagement qui accompagne dans leur projet d'avenir des jeunes qui s'engagent. À côté de ça, je viens d'un petit village en Normandie où beaucoup de mes amis d'enfance votent droite, voire extrême droite. Donc je suis des fois un peu schizophrène. Mais ma question, elle est surtout, vous en parlez un petit peu, mais la question du récit. On est dans une société qui de plus en plus promeut le développement personnel, l'accomplissement des désirs personnels, etc. Et de moins en moins l'aspect collectif des choses. Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans le discours, en tout cas, qui est perçu, pas forcément émis, mais perçu, sur l'aspect privatif et punitif de toutes les choses individuelles? Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu aussi de rendre désirable le lien à la nature, le lien à notre écosystème, etc. Alors, on a le temps pour une réponse très courte. Si c'est moi qui conclue, ça va être compliqué. Non, mais je rejoins totalement ce que disait Jean avant, c'est la réinvention des imaginaires. Et ça passe pas seulement par le niveau individuel, mais effectivement par le cinéma, par les séries télé, des choses qui en fait réinventent la manière dont nous, on veut vivre demain. Et c'est effectivement extrêmement important. Il faut changer aussi ce que c'est que la réussite. Aujourd'hui, quand vous avez quelqu'un qui vous dit que la réussite, c'est d'avoir une Rolex à 50 ans, il faut qu'on puisse avancer à partir de ce discours-là, en faire quelque chose, et que la réussite, ce soit quelque chose qui nous permette à tous de vivre dans de bonnes conditions et collectivement. Un grand merci pour vos questions. Merci à Jean Jouzel et à Léa Falco. Merci à Solidaire de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci beaucoup.